Bonjour, bienvenue. Je reçois aujourd'hui Victoria Braque de La Perrière dans notre podcast Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Bienvenue Victoria. Salut Sarah. Comment vas-tu ? Très bien, je suis ravie d'être là. Bah écoute, de même, ravie de t'accueillir. Je vais peut-être commencer par lire ta bio. Donc, réfléchie, curieuse et déterminée, tu es une femme et une mère accomplie. Professionnellement, tu es aujourd'hui DRH et avant tout passionnée par l'humain. Après ton parcours de 7 ans chez Xelia sur des sujets transverses et en appui au président Cyril Bouchet, tu as pris les rênes des ressources humaines d'une entreprise dans l'univers du Customer Care, service client. Exactement. À Paris. Et pour toi, de juriste en passant par commercial à DRH, il n'y avait qu'un pas que tu as franchi. Et c'est ce que tu vas nous partager un petit peu aujourd'hui. C'est bien ça ? Bah oui, c'est exactement ça. Cool. Comment on se connaît ? Bah voilà, je l'ai dit un peu dans ta bio. Oui. Voilà, on a travaillé ensemble plusieurs années. On a même été dans la même équipe sur la dernière partie de ta carrière. Donc c'est vraiment une joie pour moi de te recevoir parce que je trouve que te voir revenir alors que tu as quitté la société, pour moi, c'est un gage que tu nous aimes bien et que c'est pas parce que tu es parti qu'on n'a pas été une bonne expérience collaborateur pour toi. Donc, pour moi, c'est un message fort et donc ça me touche beaucoup ta présence aujourd'hui. Bah écoute, merci. Moi aussi, je suis ravie. Vraiment très contente. Et en effet, je trouve que c'est un beau symbole dans l'expérience collaborateur dont on va parler aujourd'hui. Je te propose notre rituel. Donc, c'est la question mystère. Donc, je vais... voilà. Il y a quelques enveloppes. Je te propose d'en choisir une et de me la donner. C'est qu'on voit un petit peu. Oui, alors... Je vais essayer de pas tricher. Allez, hop, je te les retourne. Hop, je vais fermer les enveloppes. Tu as raison, tu es maline. Tu es la première qui me dit ça. Je vais te la lire si tu veux. Non, tiens. Tu es la première qui me fait cette remarque. De quelle habitude aimerais-tu te débarrasser ? De quelle habitude j'aimerais me débarrasser ? C'est pas évident. Alors, j'aimerais pas m'en débarrasser parce que c'est vraiment le cœur de ce qui me représente, mais moi, je suis quelqu'un de très attentif aux gens, aux choses, aux événements, etc. Et donc, je suis toujours un peu... j'ai des oreilles en feuilles de chou, je suis très attentive à beaucoup de choses. Et parfois, j'ai juste envie de avoir un moment de paix où je mets en off mes idées, mes sensations. Et typiquement, en méditation, c'est très, très difficile pour moi parce que je suis toujours à écouter l'un, l'autre. Et dans ma tête, ça tourne toujours, quoi. Okay. Donc, tu as les sens en éveil. C'est ça oui, très en éveil, oui. C'est ça que j'entends. Donc, c'est une habitude que parfois, j'aimerais mieux maîtriser, peut-être. Ok, ça marche, merci. Donc, on va parler d'expérience collaborateur. Pour toi, ta définition de l'expérience collaborateur ? Alors, l'expérience collaborateur, c'est un mot c'est 2 mots d'ailleurs, extrêmement large. Ouais. Et finalement, ma vision, ma définition de l'expérience collaborateur, s'il fallait analyser les 2 mots, c'est l'expérience, donc ce que va vivre une personne, mais donc ne pas tomber dans l'écueil de collaborateur uniquement le sens salarié dans l'organisation, mais plutôt toute personne qui gravite autour de cette expérience. Et donc, en fait, ça peut être, au-delà de la simple notion de contrat de travail dans l'organisation, ça va être aussi des personnes qui vont être de passage, des prestataires, des fournisseurs, ça va être très large, en fait. Et surtout, cette expérience collaborateur, elle dure toute la vie. Elle commence au moment où on a son premier stage en entreprise, en 3e, où on découvre un peu ce que c'est que la notion d'une boîte, de ce que ça peut représenter, cette ruche, cette fourmilière avec 1000 choses qui s'y passent, versus, en fait, c'est pas parce qu'une expérience précise va s'arrêter dans une entreprise, un peu comme moi chez Xelia, ça s'est arrêté, qu'en fait, mon expérience collaborateur Xelia va s'arrêter. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir, qu'il faut vraiment garder en tête quand on travaille dans les RH, parce que c'est indispensable de poursuivre cette expérience collaborateur tout au long de la vie des gens qui traversent notre entreprise. Ouais. Donc, ce que j'entends, c'est que finalement, pour toi, ta vision, c'est l'expérience collaborateur, ça va du moment où, j'ai envie de dire, le candidat nous repère quelque part sur un site ou commence à candidater
jusque même après son départ. Est-ce que c'est ça que tu... Oui, sauf que sur l'origine, j'irai encore plus loin. Ouais. C'est-à-dire que c'est même pas à partir du moment où la personne a l'intention de candidater. Il y a des boîtes dont les gens adoreraient un jour en faire partie, être membre, etc. Mais juste parce qu'ils savent, ils ont des échos qu'il y a certaines choses qui s'y passent qui sont tentantes. Et en fait, c'est ça, j'en sais rien, quand on est tout petit et qu'on commence à regarder un Disney, un Pixar, on va se dire, en fait, Disney, c'est peut-être la boîte dans laquelle je rêve de travailler. C'est ça l'expérience collaborateur. En fait, ça peut commencer très très jeune. C'est quel contact j'ai avec une organisation, une entreprise qui me semble positive. Ok. Voilà. Donc c'est se projeter vraiment même potentiellement très longtemps à l'avance. Ah oui. Dans une expérience. Il ne faut pas se borner, en fait, je pense. C'est très important, que ce soit au démarrage ou à la finalisation. Il n'y a pas vraiment de frontières pour moi dans la notion d'expérience collaborateur. Ok. Donc, tu es tout nouvellement une toute jeune DRH. Donc, c'est ça l'expérience que tu nous partages. Et tu es resté, de ce que j'ai dit en préambule, 7 ans chez Xelia. Finalement, en quoi ton expérience chez Xelia a façonné ta vision de l'expérience collaborateur? Un peu ton pourquoi, ton why. Alors, pareil, mon expérience collaborateur, elle a commencé très tôt, parce que finalement, mes premiers boulots, à 15 ans, j'ai commencé à bosser, à faire des stages, etc. Donc, mais en quoi Xelia en particulier, ça a été pour moi un moment très marquant. Déjà, j'y suis restée longtemps. Et pour des gens de ma génération, c'est pas toujours évident de rester longtemps dans une boîte comme ça. Mais j'y suis restée longtemps parce que j'ai tout de suite eu l'occasion de dialoguer avec un président, avec des collaborateurs qui en fait te font évoluer, te font grandir tout au long de ton parcours. Et je pense que c'est vraiment pour ça, parce que j'ai trouvé ce sens-là, que j'y suis restée longtemps. Et pour moi, ça a été une expérience marquante parce que le modèle de Xelia qu'on développera probablement plus tard en termes RH est très novateur et très bienveillant. Voilà. Et du coup, parce que tu dis, j'ai eu l'occasion d'évoluer, d'avoir plusieurs rôles, plusieurs missions au sein de Xelia. Du coup, en quoi ça t'a préparé? En tout cas, quelle est ton hypothèse sur comment ça t'a préparé à ton rôle d'aujourd'hui de DRH? En fait, c'est pas que ça m'a préparé. C'est beaucoup plus fort que ça, en fait. Moi, j'ai une formation juridique. J'ai exercé au départ dans un projet entrepreneurial sur des thématiques un peu admin RH, et puis j'ai complètement lâché en intégrant Xelia. Et en fait, j'étais pas super bien au début. C'était très intéressant, très enrichissant en termes de formation, parce que j'ai commencé comme commerciale. Et j'ai adoré cette expérience, notamment avec Denis, etc. Mais dans le sens que j'y trouvais, je ne m'y retrouvais pas. Et Cyril, très à l'écoute de mes besoins, m'a remis le pied à l'étrier des RH en me confiant des responsabilités qui touchaient aux collaborateurs et à l'organisation en elle-même, sa performance. Et comme la performance est évidemment liée à l'humain, il m'a remis le pied à l'étrier de cette thématique-là. Et en fait, c'est pour ça que je suis partie. C'est parce que j'ai adhéré à fond à ce projet-là et que j'ai dit, OK, en fait, on y va, quoi. On se lance là-dedans. Et j'ai eu la chance ensuite de faire d'autres rencontres et de devenir DRH. OK, mais du coup, est-ce que tu peux nous dire les missions concrètes que tu avais au sein de Xelia? Tu veux qu'on rentre dans le détail? Peut-être qui contribuent à qu'on comprenne un peu le lien, si tu veux, avec ce que tu fais concrètement aujourd'hui. C'est quoi ces missions que tu as... Alors, tu as dit Denis, alors on parle de Denis Moulard, qui était l'ancien directeur commercial, qui est toujours chez Xelia, mais qui était à l'époque de l'ancienne organisation directeur commercial. Et Cyril, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas toute notre organisation, c'est notre président. Alors, en fait, j'ai eu cette période où j'ai été commerciale. Après ça, j'ai... Alors, c'est mon histoire avec Xelia, elle est atypique, mais... j'ai eu un projet perso qui était de faire un petit tour du monde pendant 6 mois. Je vais passer un peu vite, mais Cyril n'était pas tellement d'accord avec ce projet-là. Moi, je voulais rester chez Xelia en posant des congés. Et bon, on ne s'est pas retrouvés là-dessus, et donc j'ai démissionné.
je suis partie, j'ai fait ce tour du monde, on en parlera peut-être un jour. En fait, je suis revenue. Cyril est revenu me chercher, entre guillemets, on a rediscuté, et puis en fait, je suis revenue chez Xelia. Et en revenant, j'ai tout de suite travaillé sur des missions qui étaient de la réorganisation. Pourquoi ? Parce que Cyril avait lu Lalou, il avait de grands projets pour Xelia, une nouvelle vision complètement novatrice et bienveillante, encore une fois, où on place l'humain au cœur de l'organisation. Et en rentrant, il m'en a tout de suite parlé. Alors au début, je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable parce que moi, pendant mon voyage, j'avais lu Lalou, j'avais écouté plein de podcasts et j'étais vraiment dans une démarche où je me disais, OK, il va falloir que je trouve la personne que je veux convaincre de ce modèle-là. Jolie synchronicité, en tout cas. Ah voilà, non mais incroyable. Et en fait, quand il m'en a parlé, j'étais tellement heureuse de pouvoir y toucher, le vivre et aider à sa mise en place. Donc, j'étais déjà convaincue avant même d'avoir remis les pieds chez Xelia en réalité. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y avait ce double objectif de, à chaque fois, mettre en place quelque chose de bienveillant pour les collaborateurs, faire en sorte qu'ils s'épanouissent, qu'ils trouvent du sens dans leur mission. Et en parallèle, il faut absolument garder en tête la productivité, l'efficacité, parce qu'on est dans un monde quand même professionnel où si on veut pouvoir avoir ses attentions aux collaborateurs, il faut avant tout avoir une entreprise qui fonctionne. Et c'est cet double objectif qu'il a toujours eu en tête. Et pour ça, il y a eu ce projet 1 de Change, avec l'idée de revoir le fonctionnement de l'organisation, remettre en place des process dans le fond. Et donc, revoir ces process dans le fond, ça veut dire se certifier, passer des normes. Et ça, c'était un premier travail de réorganisation profonde que j'ai adoré, parce qu'à la fois, il était très minutieux, mais il a été construit de façon bienveillante, parce qu'en fait, on faisait appel aux collaborateurs experts pour leur demander leur avis sur le processus qu'on crée ensemble en équipe. Et donc ça... Là, tu parles du projet de quadruple certification. De quadruple certification ISO. Okay. Donc ça, c'était la première étape. Et ensuite, évidemment, il y avait le changement en termes plus RH, humain, design d'organisation. Comment tu mets en place un management d'un nouveau genre, en fait. Et donc ça, c'est une expérience très atypique qui m'a énormément servi et qui continue de me servir. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai intégré une entreprise dans laquelle on a un gros changement d'organisation. Et en fait, c'est un rappel constant à mon passé. Donc voilà, j'utilise beaucoup mais ne serait-ce que d'outils, de process, la communication non violente pour pouvoir discuter en fait de sujets qui peuvent vraiment tenir à cœur, de gens qui sont là depuis une vingtaine d'années, qui fonctionnent toujours de la même façon et en fait à qui je demande de changer. Voilà, donc c'est vraiment plein de mécanismes que j'ai acquis chez Xelia et que je réutilise au quotidien chez Audity. Écoute, je suis touchée et flattée parce que la communication non violente, c'est un sujet que je porte chez Xelia. Donc, savoir que c'est exporté à l'extérieur, ça me fait très plaisir. Est-ce qu'il y a des leçons particulières, finalement, que tu as tirées et que tu utilises dans la mission que tu mènes aujourd'hui ou dans ta stratégie RH Oui, évidemment. Enfin, je pense que quand tu passes 7 ans dans une boîte, si tu n'as tiré aucune leçon et que tu les résultes, c'est compliqué, tu vois. Donc oui, bien entendu. Si je pouvais parler d'une c'est très propre aussi à ma personnalité, mais en fait, ce que j'ai adoré chez Xelia, c'est qu'on peut parler à tout le monde. Tu sens pas la hiérarchie, tout le monde se tutoie, c'est très flexible. Le management... est très à la portée de chaque collaborateur, en fait. C'est pas parce que je suis président que je suis inaccessible. C'est pas parce que je suis directeur commercial, DRH, coach, que je suis inaccessible. Au contraire, on est très tourné vers l'humain, vers le collaborateur. Et ça, je pense que c'est un principe de vie. Et c'est un principe qui est obligatoirement nécessaire pour pouvoir avancer, surtout quand on a des projets de changement, quand on veut évidemment améliorer les conditions de travail des collaborateurs. Donc ça, vraiment, c'est ce que j'essaye de pratiquer au quotidien, d'être proche des gens et de les faire participer. Parce qu'en fait, être proche, ça ne suffit pas. Le pas d'après, c'est de les faire participer à cette œuvre commune. Certes, la direction est définie, la direction, le chemin,
est définie. Mais comment est-ce qu'on y arrive, que chacun apporte sa pierre à l'édifice? Ça, c'est très important pour moi. Ouais. Comment j'implique, comment je rends acteurs les collaborateurs vers un objectif commun, donc au sens de quelque chose qui nous dépasse, mais vers lequel on tend tous, effectivement. Intelligence collective, c'est juste, pour moi, indispensable. Mm-hmm. Alors, c'est vrai que tu parles beaucoup de notre organisation et de notre fonctionnement chez Xelia. Peut-être j'invite les auditeurs à regarder l'épisode numéro 1 dans lequel Cyril Boucher, notre président, s'exprime effectivement sur cette nouvelle organisation. Parce quand tu es finalement revenu, on transformait l'organisation en modèle, celui qui est le nôtre aujourd'hui, sans manager ni directeur, mais avec un fort management, puisqu'il y a en gros presque 80 personnes finalement qui opèrent du management aujourd'hui, sans être réellement manager, mais qui sont élus, qui sont légitimés. Exactement, qui sont élus. Donc voilà, je vous invite vraiment à... Parce que là, c'est le podcast de Victoria, mais je vous invite à vous référer au premier épisode pour comprendre un petit peu ce qui se passe chez nous dans cette organisation. Du coup, nouvellement DRH, je le disais, quelles initiatives tu as pu peut-être déjà prendre ou tu envisages de prendre au service de l'expérience collaborateur dans les semaines, mois, années à venir? Alors, déjà, je tiens à le dire, l'organisation que j'ai rejointe ne fonctionne pas sous le même modèle. Donc, je suis revenue à une structure managériale classique. Plus hiérarchique? Beaucoup plus hiérarchique, en effet. Et en fait, je m'y épanouis aussi beaucoup. Donc, en fait, c'est important pour moi de dire qu'il n'y a pas de modèle type et qu'en fait, tout dépend de comment les choses sont faites et dans quelle mesure on arrive à communiquer et à co-créer, en fait. Il y a énormément de choses qui m'inspirent de chez Xelia et que je mets en place, qui ne sont pas du tout les mêmes, parce qu'encore une fois, il y a vraiment du management et c'est fait différemment. Mais les projets que j'ai pu mettre en place, c'est très différent. On est une entreprise qui a grandi par la croissance externe beaucoup et je crois que le premier pilier, c'était... Et ça avait déjà été décidé avant mon arrivée, mais j'ai poursuivi cet objectif. Le premier pilier, c'était de rejoindre les collaborateurs en France, parce que, encore une fois, si je resitue mon entreprise, c'est un groupe international présent dans beaucoup de pays. Et en fait, moi, je m'occupe que de la France. Mais en France, on avait plusieurs entreprises, plusieurs entités juridiques qui étaient réparties sur un territoire géographique différent. Et donc, je crois que la première initiative pour créer un sentiment d'appartenance fort et réunir tous les collaborateurs sous un seul même drapeau, finalement, c'était de les faire aménager dans un seul bureau commun dans lequel on allait revoir toute l'organisation pour qu'ils puissent travailler et coexister ensemble. Voilà, créer une culture d'entreprise commune. Et donc ça, c'est vraiment un axe que je développe beaucoup. Donc le déménagement a eu lieu. Les collaborateurs ont emménagé tous ensemble. Ils sont répartis dans le bâtiment parce qu'on a 6 étages, c'est très grand, etc. Et ça, c'est la première étape, c'est de créer un sentiment d'appartenance commun et une culture d'entreprise forte qui soit la même pour tous. Voilà. Et ça, c'est la première action. Et ensuite, c'est très lié au bâtiment, mais aussi à l'expérience collaborateur au sens large. C'est qu'on met en place de nouvelles directives pour que leur vie au bureau, leur vie pendant leurs horaires de travail soit bien plus agréable. Okay. Voilà. Alors, juste peut-être qu'on resitue, parce que c'est vrai que dans ta bio, j'ai dit Customer Care, donc service client, mais finalement, on ne sait pas vraiment dans quel domaine oui, bien sûr. Tu évolues. Je pense que c'est important de le préciser. Oui, tout à fait. Donc, on a une approche vraiment très, très haut de gamme de ce que c'est que la relation client. Parce que vos clients, peut-être, sont... Exactement. Nos clients, on s'adresse à des clients de l'univers du luxe, des clients haut de gamme. Et au-delà de ça, finalement, notre périmètre d'intervention va être assez large parce qu'on arrive dès le début de l'acte d'achat. Donc, en avant-vente, on va pouvoir répondre aux questions des personnes qui vont avoir vu un produit sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur le site Internet. Et donc, on va répondre à des questions en avant-vente d'un potentiel consommateur. Et on va aller jusqu'à l'après-vente. Donc, j'ai fait mon acte d'achat, j'ai consommé et j'ai des questions liées à, j'en sais rien, la réception de mon colis,
à la qualité du produit que j'ai acheté. Voilà, il m'est arrivé un accident, j'ai cassé la chaîne de mon sac. Où est-ce que je peux le faire réparer? Aujourd'hui, je suis à Dubaï. Voilà, dites-moi, trouvez-moi une solution. Et donc, vraiment, c'est l'expérience de consommation au sens large. Moi, je suis tout à fait convaincue que le customer care et surtout l'après-vente, c'est un acte de vente. C'est-à-dire qu'il doit se passer du mieux possible l'expérience. Donc, je crois qu'on l'a tous vécu. J'ai un service client pendant des heures qui ne me répond pas et finalement, une fois que j'arrive à avoir un conseiller à l'autre bout du fil, ça se passe très mal et je suis frustrée. Et en fait, ça, c'est le stéréotype dans lequel on ne veut jamais rentrer. Ça n'est pas notre philosophie. On veut faire constamment l'extra mile pour que le client de notre client soit le plus épanoui possible et revienne consommer en fait. Okay. On est vraiment, c'est vrai que je le dis à chaque podcast, mais c'est tellement parlant dans la symétrie des attentions là, parce que j'imagine que c'est ça, par rapport à l'expérience là, client que tu souhaites apporter en face, j'imagine que du coup ça a un impact effectivement sur l'expérience collaborateur et quelle expérience de les faire vivre à vos collaborateurs pour qu'eux puissent faire vivre à leurs clients, qui sont vos clients, les clients de vos clients même, j'ai envie de dire, une aussi belle expérience. Oui, alors ça n'est pas que moi. Enfin, cette vision du customer care, c'est vraiment notre identité. Donc, c'est notre ADN. Et après, oui, en termes de symétrie des attentions, en fait, c'est mon objectif, tu l'auras compris, c'est de devenir aussi expert, tu vois, de la relation client, mais dans la relation collaborateur. Et évidemment, à partir du moment où on a, nous, mis en place tellement de mécanismes de formation, d'accompagnement pour arriver à un niveau très élevé d'attention auprès des clients de nos clients, il va falloir justement agir par symétrie pour nos collaborateurs. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire au quotidien. Parce que finalement, les collaborateurs, c'est des clients internes. C'est donc la relation client, j'ai envie de te dire que relation client externe, mais les clients, finalement, nos collaborateurs sont les clients internes. Donc, c'est la même attention, le même soin. Quand on dit customer care, j'ai envie de dire, ce serait collaborateur care. Exactement. Ce serait le pendant. Donc, intéressant. Du coup, tu parlais notamment de cette première... ce premier projet de rassembler les collaborateurs au sein d'un même lieu pour recréer un peu ce sentiment d'appartenance, parce que donc vous êtes dans plusieurs pays. Finalement, c'est quoi les défis un peu spécifiques que tu as dû déjà, par rapport à l'expérience collaborateur, bien sûr, que tu as déjà rencontrés et comment tu les as relevés ou peut-être ceux que tu as maintenant et comment tu envisages de les relever? Tu vois, si on fait un zoom sur les locaux, il y avait un indispensable, c'est que nous, on prête énormément d'attention à nos clients. On s'adresse à des clients du secteur du luxe, et donc c'est des clients haut de gamme. Et on voulait traiter nos collaborateurs de la même façon. Donc en fait, on s'est dit, les bureaux, ça peut être de simples bureaux, mais ça peut aussi être en fait aussi beau qu'une boutique de l'un de nos clients, tu vois. Et donc on y a mis énormément d'attention pour que les collaborateurs soient fiers et confort en fait dans leur journée de travail. Ça, c'est un indispensable et donc c'est très fort chez nous. Enfin, j'adorerais t'inviter d'ailleurs un jour pour que tu puisses voir ces beaux locaux. Et le deuxième principe, c'est que, et pour le coup, c'est aux antipodes de mon expérience chez Exelia, c'est qu'on a la forte conviction que la journée de travail se fait en présentiel. Donc, en fait, le télétravail, on revient dessus. Okay. Alors, on autorise évidemment un peu de télétravail, mais la majeure partie de ta semaine, elle se passe quand même beaucoup au bureau. Et on s'est dit, ok, on veut faire revenir les gens, mais il faut être attirant, il faut être attractif et pour de vrai. Et donc, quels moyens on va mettre en place pour que le collaborateur se sente bien? Et alors, je suis suspendue. C'était difficile. Parce que je crois que c'est la problématique. Enfin, je parle avec pas mal de RH. Oui. C'est quand même une problématique, et j'en ai discuté avec une autre invitée. C'est vraiment une vraie problématique. C'est-à-dire que sur le principe, le télétravail, les gens sont globalement favorables parce qu'effectivement, ça procure quand même un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Et ensuite, c'est pas une réponse unique. Donc, d'abord, ça ne répond pas aux besoins de tout le monde. Il y a à la fois la jeune génération
plus jeune génération, mais pas que. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont besoin de se concentrer et que chez eux, il n'y a pas forcément la place. L'organisation ne permet pas forcément d'avoir un espace pour se concentrer ou bien travailler. Il y a aussi une jeune génération qui, eux, en fait, de ce que j'en comprends, vient chercher une bande de potes au travail, disons-le. En tout cas, ont envie de créer des relations. Bah oui, tout à fait. Et donc, le télétravail, c'est pas forcément une réponse pour eux. Donc, j'entends complètement la réflexion que vous avez. Alors, vous avez du coup, c'est un mixte. Tu vas peut-être nous expliquer. C'est quoi les droits En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a vraiment... Chacun vit son expérience collaborateur, son expérience différemment. Et donc, il y a des gens qui sont très pro-télétravail et qui en ont besoin pour leur équilibre de vie, et d'autres qui, au contraire, en souffrent beaucoup. Enfin, moi, en tant que salariée chez Xelia, j'en souffrais, en fait. J'étais triste d'être toute la journée face à mon ordinateur. J'avais la possibilité de venir, mais j'ai cherché de l'humain, des gens. Mais je comprends très bien qu'il y ait d'autres personnes qui aient une philosophie complètement différente. Notre conviction, elle est très liée finalement à notre activité. On ne peut pas exiger avoir des standards très élevés pour nos clients en termes de SLA, de réponses contractuelles. Il faut que tu précises peut-être pour les auditeurs. Service Level Agreement. En fait, l'idée, c'est qu'on s'engage dans des contrats pour répondre à des appels, à des mails, à des sollicitations clients au sens large. Avec vos propres clients, là. Avec nos propres clients qui sont assez élevés parce que ils ont de fortes attentes et c'est normal, c'est notre expertise. Ils payent pour ce service, exactement. Et en fait, tu te rends compte aussi que le télétravail, ça t'empêche parfois d'avoir ce niveau de qualité parce que, et c'est même pas une question de contrôle, mais il suffit qu'il y ait un problème technique, il suffit qu'il y ait un bruit parasite, il suffit qu'il y ait une absence d'un collaborateur à son poste, ça affecte immédiatement, mais c'est dingue, immédiatement nos objectifs. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on est très équipés dans nos locaux pour que cette mise en place de nos services se passe correctement, tu vois. Notre équipement technique, nos bureaux, la sonorisation dans nos bureaux, enfin toutes ces choses-là sont des éléments très importants qui vont jouer évidemment sur la qualité de notre service final. Du coup, ça m'intéresse parce qu'effectivement, tu as abordé le point des locaux où tu as dit très confort, enfin des choses qui donnent envie de venir parce qu'on est dans un environnement vraiment agréable dans lequel travailler. Tu peux donner un peu des exemples? Écoute, quand tu passes l'entrée de nos bureaux, t'as un effet waouh où déjà c'est très très bien décoré, c'est très prestigieux. Tu vas avoir de l'actu mode, luxe, assez fashion au sens large, assez vite avec des défilés qui sont retransmis, de la presse. C'est vraiment tu rentres tout de suite dans notre univers, dans l'univers de nos clients, et ça fait partie de notre ADN en fait. Et plus tu montes dans les étages, plus tu vas avoir des espaces de collaboration, donc des salles de réunion qui sont pensées collaboratives, d'une certaine luminosité, avec des espaces de différents niveaux qui vont te permettre de travailler différemment, en fait, et d'adapter aussi ta façon de travailler au mood que tu as dans l'instant, tu vois. Enfin, si tu veux une standing meeting ou une réunion plus formelle, en fait, tu peux le faire hyper facilement. Tu vas avoir des lieux de vie qui sont pensés vraiment collectifs, qui sont aussi très personnalisés parce qu'on a un ADN très musical, on est très attentif à ça. Donc en fait, tu vas avoir un piano, une sonorisation avec des amplis partout qui te permettent d'avoir tout de suite un effet sonore très fort, très personnel. Tu vas avoir un affichage particulier, enfin voilà. Et plus tu montes dans les étages, plus tu as En fait, on a des équipes différentes en fonction de nos étages, et donc à chaque fois, tu retrouves un clin d'œil à leur ADN. D'accord. Voilà. Je pense que le mieux, ce serait que tu viennes. Oui. Et puis là, ça me donne encore plus envie de venir. Donc, je vais prendre date. Il y a d'autres initiatives, en tout cas, quand on a préparé, ça m'avait frappé. Vous avez des initiatives comme une conciergerie, par exemple, en termes d'expérience collaborateur.
Ouais. Ça m'a frappée. Donc... C'est exactement. En fait, c'est toujours ce mimétisme de je veux absolument traiter mon collaborateur comme je traite mon client. Donc, notre collaborateur, quand il rentre dans les bureaux, il a accès à une conciergerie comme si j'étais dans un hôtel 5 étoiles, avec 2 hospitality managers qui sont géniales et qui, à la fois, font de l'accueil client, parce qu'on reçoit tous nos clients, on est trop fiers de nos bureaux, on veut absolument qu'ils viennent nous voir. Mais elle s'adresse à nos clients, mais aussi à nos collaborateurs, et de la même façon, avec le même standing. Et donc, ça se manifeste au travers d'événements. On fait 1 à 2 événements par semaine dédiés aux collaborateurs. Quel type d'événements ? C'est hyper large. En fait, déjà, on les sonde sur ce dont ils ont envie, mais on a aussi plein d'initiatives. Ça peut être des événements gourmets, comme dégustation de pâtisserie, etc. Mais ça peut aussi être des concours, des jeux. C'est très, très, très large. C'est aussi lié pas mal à l'actualité du calendrier. Là, il y a les JO qui arrivent bientôt. Donc, évidemment, on a des sujets JO dans les événements à venir. Je ne veux pas trop spoiler, d'ailleurs, mais oui. Voilà, ça peut être très, très large. Il y a aussi d'autres... quand tu parles de conciergerie, c'est quels sont les services qu'on met à disposition de nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, ils peuvent recevoir leurs colis, leurs Vinted, etc. au bureau. Ils peuvent aller faire laver une chemise s'ils en ont besoin. C'est assez large et varié. Et on essaye de pouvoir leur proposer à chaque fois des services un peu innovants qui font qu'ils n'ont pas forcément cette frustration de ne pas être à la maison. Parce qu'en fait, on propose aussi des choses au bureau qui auraient pu être faites à la maison. Voilà. Ok. Donc un peu comme chez soi. Un peu au bureau comme chez soi. Okay. Donc vraiment un confort de vie, au-delà d'un confort de travail, un peu presque un confort de vie. Oui, on essaye vraiment, tout à fait. Est-ce que tu peux nous partager peut-être une innovation ou un projet dont tu es particulièrement fière peut-être, que tu as opéré chez Xelia et que tu as emmené avec toi Oui, complètement. Dans ta stratégie d'aujourd'hui. Chez Xelia, il y avait un point mais qui tenait très à cœur à Cyril, et en fait, j'ai complètement adhéré. Donc Cyril, il était ingénieur. Il a fait l'IMT Atlantique. Et il voulait absolument, au départ, il m'avait confié cette mission, il voulait absolument prendre des stagiaires de cette école-là ou de l'école de Blaise, donc de Polytechnique, etc. pour Blaise Le Peuple, le directeur général de voilà. Pour évidemment les sensibiliser, les faire venir chez Xelia, leur faire vivre cette expérience collaborateur, mais aussi qu'ils puissent prendre part au projet professionnel qu'on pouvait leur confier, quoi. Et donc moi, une année, j'étais en charge d'accueillir tous ces garçons, adolescents, étudiants d'école d'ingénieurs, pour, je crois que c'était 1 mois ou 2 mois d'été, et leur faire vivre la meilleure expérience collaborateur possible, à la fois en termes de vie collaborateur, mais aussi en termes techniques, parce qu'on parle d'ingénieurs qui ont besoin d'être challengés intellectuellement sur un projet précis. Et donc j'avais adoré l'expérience, et c'est là où j'avais vraiment réalisé, parce que je pense qu'avant je m'en souciais pas vraiment, à quel point il était important d'investir dans la transmission. Dans finalement ce côté, je suis jeune, je suis étudiant, je suis archi motivée, je connais pas encore ce que c'est vraiment que la vie professionnelle, mais ça m'intéresse, et quelle entreprise va marquer finalement ma croissance, mon histoire professionnelle. Et en fait, ça crée de super relations, un coup de foudre professionnel parfois, et puis on se recroise dans une vie. Le monde est petit. Et donc, je me suis rendu compte à quel point cette transmission était stratégique, était importante pour l'organisation. Et c'est quelque chose que je recrée donc, dans mon expérience actuelle. C'est de toute façon un pilier de notre ADN aussi. Le président y est très sensible. Et donc, on fait des partenariats avec des écoles. Et en fait, nos stagiaires, on les intègre comme un collaborateur. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence. Franchement, le stéréotype de stagiaire, photocopie café, c'est tellement ancien, c'est tellement dépassé. Et aujourd'hui, en fait, un stagiaire, c'est un collaborateur en devenir. Exactement. Et donc, il faut le traiter avec les mêmes égards.
Et donc ça, je m'y attelle. On le fait déjà pas mal pour cet été. Ça marche bien. Enfin, moi, c'est un peu mes petits protégés. Donc, en fait, je vais les voir souvent. Je prends beaucoup de feedback les concernant. Et ils m'ont l'air très contents. Donc, c'est vraiment une joie. Ok. Donc là, c'est vraiment quelque chose que tu as vécu et emmené avec toi dans ton... Oui, tu sais, moi, s'il faut revenir à mon parcours de stagiaire à l'époque, j'étais étudiante en droit et donc j'avais fait beaucoup de stages dans les cabinets d'avocats. Et en fait, j'étais vraiment le dernier maillon de la chaîne et pas forcément le mieux traité. Et il y avait un petit côté, en fait, c'est normal, il faut que je fasse mes preuves. Et oui, bien sûr, il faut faire ses preuves. Mais en fait, c'est pas une raison. Pour maltraiter. Exactement. Le collaborateur. Alors, je jette pas la pierre au cabinet d'avocats, loin de là. Ça peut se retrouver dans plein d'organisations. Mais en tout cas, c'est pas du tout ma philosophie. Et pour moi, c'est... en fait, en termes d'expérience collaborateur, quand je te parlais de départ, en fait, de naissance de l'expérience collaborateur, les stagiaires, c'est vraiment le cas. Alors, pour moi, ça arrive encore avant. Mais quand tu es stagiaire, c'est déterminant. Enfin, si tu as une mauvaise expérience professionnelle, toutes les étapes de ta vie après vont être marquées par ça. Et je ne veux surtout pas qu'on puisse m'associer à ça, en tout cas. Et ça peut même créer un mauvais ancrage avec le monde du travail, tout simplement. Mais complètement. Donc ça a vraiment une influence, ça peut avoir une influence vraiment, vraiment très importante. Du coup, quelles sont peut-être tes influences ? Qu'est-ce qui t'influence ? Quelles sont tes sources d'inspiration, celles qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore aujourd'hui ? Il y en a plein, donc c'est difficile d'en choisir que quelques-unes, mais moi, je lis beaucoup. Je m'inspire beaucoup, tu vois, de mes lectures, mais j'essaye de les mettre en lumière avec des témoignages de mes collaborateurs ou de mon entourage. C'est très important, et peu importe, en fait, la génération. Et au contraire, c'est très varié. Donc, j'essaye vraiment d'avoir cette espèce d'écoute active. Et là, je le fais beaucoup avec mes collaborateurs, qui sont en plus géniaux parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais chez Audity, il y a une culture très forte parce qu'en fait, il y a énormément de nationalités qui sont représentées. On est une boîte internationale, mais surtout, on est expert dans le customer care et donc on recrute des gens qui sont à minima bilingues oral-écrit, à minima. Donc, et t'en as qui parlent 5 langues et qui maîtrisent 5 langues parfaitement. Et donc, en fait, t'as toutes les nationalités, c'est très cosmopolite. Et donc, en fait, ne serait-ce que te poser et de les écouter, et à chaque fois, la perception est très différente et très teintée d'une culture différente. Et donc ça, c'est une vraie source d'inspiration pour moi. Et est-ce que tu parles de livres ? Est-ce que tu aurais un ou deux livres comme ça qui t'ont particulièrement inspiré ou que tu es en train même de lire en ce moment et qui t'inspirent ? Ouais, on parlait de Lalou. Voilà. Au-delà des livres, moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Et c'est très important. D'ailleurs, j'ai écouté ton dernier, là. Encore félicitations. Donc ça, c'est une source d'inspiration. Et de manière générale, j'adore écouter des entrepreneurs, tu vois, qui ont une ADN particulière et qui ont développé des concepts qui se sont parfois complètement plantés, tu vois. Mais comment ils ont tiré des leçons de leurs échecs et comment ils sont remontés à cheval. Et donc ça, c'est une grosse source d'inspiration. J'écoute beaucoup. Quelqu'un tu aimerais nous partager ? J'écoute toutes les semaines Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. Et donc, il y a plein de podcasts qui m'ont marqué, mais j'ai adoré Anne Pinvin, par exemple. Okay. On reste un peu dans la thématique Fashion Kids, etc. Du coup, ça m'interpelle ce que tu as dit tout à l'heure. Comment vous adressez justement le sujet de l'interculturalité ? Comment on fait travailler des gens qui ont des cultures différentes ? Est-ce que c'est un sujet que vous avez... qui est un sujet, en fait, où finalement, non, c'est fluide. Mais moi, ça m'interpelle parce que, justement, l'interculturel, les gens ne fonctionnent pas de la même manière, n'ont pas la même spiritualité, sont vraiment très différents, ce qui potentiellement induit des comportements, des réactions et même des manières de travailler ou de relation à l'autre qui peuvent être différentes. Oui, c'est en effet très varié. Et donc, en fait, c'est là où nous, RH, on a peut-être plus de travail de communication parce que en ce qui concerne les valeurs, en ce qui concerne
parce qu'on se considère aussi comme un peu une école, tu vois, quand tu intègres notre compagnie, tu es formé à nos process, ensuite au process d'une marque en particulier, voire de plusieurs marques. Et donc, on insiste beaucoup sur le knowledge et comment former nos collaborateurs. De connaissances, l'apprentissage. Exactement. Les compétences, les connaissances, etc. Et ça, ça se fait au travers de la communication, au travers d'exercices, au travers de talks. Et ça, c'est très fort. Et en fait, ça réunit les gens, peu importe la culture, en fait, tu vois. À partir du moment où tu annonces les règles admin, les règles RH, où tu en parles, où tu les expliques, tu expliques le sens de tout ça. Et à partir du moment où tu formes les gens à ce qu'on veut faire nous, et ben en fait, on arrive à les réunir. Mais je te garantis que parfois, il y a des incompréhensions parce que, bah oui, comme tu le dis, le multiculturalisme, c'est très varié. Et en fait, comment on arrive à se faire passer les bons messages? Donc, c'est beaucoup de one-to-one, c'est beaucoup de communication d'équipe. Les managers sont aussi très, très impliqués, tu vois, auprès de leurs collaborateurs lors de l'intégration. Et nous, on est archi dispo. Enfin, franchement, je devrais porter une montre connectée, je pense, parce que je passe mes journées vraiment à monter les escaliers, du rez-de-chaussée au 6e, et à passer mon temps avec les gens et à discuter, à avoir ces petites adaptations, ces petits aménagements pour que les choses soient bien comprises, respectées, mais aussi écouter le collaborateur, parce qu'en fait, il y a tellement d'idées qui viennent d'eux. Et donc, il ne faut pas fermer tout ça. Donc, en filigrane, j'entends quand même un processus d'intégration qui a l'air assez bien structuré pour répondre à pas mal de points qu'on vient d'évoquer. C'était le défi. Okay. C'était un de mes premiers défis. Okay. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à Xelia, mais j'ai utilisé des outils techniques pour modéliser mon process d'intégration au départ, tu vois, que j'avais utilisé lors des certifications ISO. Et oui, alors on est en amélioration continue, constante. Mais l'intégration, c'était pas forcément quelque chose qu'on faisait tout à fait correctement, ou en tout cas, c'était pas ma vision de ce que je voulais pour intégrer les collaborateurs. Et donc, on a revu tout ça. Et on est en constante amélioration parce qu'en fait, ça fonctionne par itération, c'est tout bête, mais tu lances des choses et puis tu as des retours. Il faut toujours sonder, c'est très important d'avoir un espèce de baromètre collaborateur et de sonder, de tirer des leçons et d'améliorer. Voilà. Donc, écoute, je suis assez fière d'avoir mis ça en place et je suis toujours attentive à des évolutions possibles. Tu parles d'un baromètre, vous interrogez vos collaborateurs? Oui, de la même façon, par symétrie, on a une voice of customer et on a une voice of employees. Donc, oui, bien sûr, on les interroge et on analyse justement leur retour. Okay. C'est à quelle fréquence à peu près Écoute, à l'origine, quand j'ai intégré, c'était 1 fois par an. Ouais. Et l'idée, c'est de le faire beaucoup plus. Okay. Donc là, c'est un process en cours. Exactement. Et dans l'intégration, le truc, parce que toi, tu avais cette vision de l'importance de l'intégration, c'est ce que tu dis. Et la chose ou les deux choses un peu majeures que tu as tout de suite voulu mettre en place par rapport au processus d'intégration. Alors, moi, il y a le premier jour. Tu sais, c'est un peu la continuité du coup de foudre. C'est hyper important. Donc, le premier jour, juste si t'es tout seul en bas, que les sonnettes marchent pas. Je dis pas que c'était le cas chez nous, pas du tout, parce que les locaux sont tout neufs. Mais tu sais, t'es tout seul en bas, l'espèce de stéréotype sous la pluie. T'attends que ton futur manager vienne te chercher, puis rien n'arrive. Puis t'arrives, t'as pas d'ordi. Bon, bref, c'est la catastrophe, tu vois. Donc, moi, il y avait un espèce de principe de base. Je me suis dit, OK, la première matinée jusqu'à ton déjeuner, en fait, où tu dois être avec ton équipe, absolument, il faut que ce soit waouh, il faut que ce soit génial, qu'on me parle, que tout le monde ait la même expérience, tu vois, sur la boîte, qui sommes-nous, quelles sont nos valeurs, voilà, on t'intègre, en fait, dans notre entreprise, dans notre univers. Donc ça, c'était très important. Et puis ensuite, un peu classiquement, je veux que les gens soient le mieux équipés possible. Enfin, c'est tellement pilier dans notre métier, l'IT, l'outil de travail, que ça, je voulais vraiment que ce soit très bien fait. Et puis ensuite, voilà, une vraie pause, un vrai déjeuner en équipe avec les gens avec qui on va travailler. Parce que souvent,
au moment du recrutement, tu fais plusieurs entretiens, mais tu vois pas du tout la totalité de ton équipe. Et donc, c'est important de sensibiliser tout le monde à ce moment-là d'intégration. Quels sont du coup les sujets en matière d'expérience collaborateur que tu aimerais voir abordés peut-être plus tard dans ce podcast en tant que nouvelle DRH? Alors, pour venir t'inspirer peut-être. Moi, je trouve que l'expérience collaborateur, elle peut être... là, on en a pas mal parlé du point de vue de l'entreprise, en fait, mais il y a aussi d'autres professions, type profession libérale, etc. Et je suis assez curieuse de savoir comment se passe l'expérience collaborateur dans ces mondes-là. Moi, j'y ai un peu touché, j'en parlais de mes stagiaires étudiants, de mes stages étudiantes dans le milieu des avocats. Profession libérale, c'était un peu un autre esprit. Donc, je serais assez curieuse d'entendre ce que c'est que l'expérience collaborateur d'un avocat, d'un médecin. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait derrière ce métier de médecin? Est-ce qu'il y a une expérience collaborateur particulière? Ce serait intéressant, je trouve. Et puis, peut-être que ce serait intéressant d'interroger quelqu'un qui a souffert d'une expérience collaborateur. X. Et qui a lancé une quête de OK, quelle serait l'expérience collaborateur qui me conviendrait et qui y est parvenue. Ce serait intéressant, je trouve. Merci pour ces pistes intéressantes. Et du coup, on a un rituel aussi dans ce podcast. C'est toi, au-delà du sujet, qui est-ce que tu aimerais entendre dans un futur épisode de Résonance? Non, mais je vais rester sur ce que je viens de te dire. Très bien. Écoute, j'aimerais bien entendre Pauline Lédé-Troidec, qui est une avocate, qui est passée d'un parcours assez classique, d'étudiante en droit, stagiaire probablement, puis ensuite collab, et aujourd'hui associée. Et donc, qui en tant que femme, que mère et qu'avocate, a probablement pas mal de choses à raconter sur son expérience collaborateur. Ok, écoute, je vais la contacter de ta part. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. C'est passé tellement vite. Je pense même qu'on a dépassé. Mais je t'écouterai toute la journée. C'est passionnant. Merci en tout cas d'être venue au micro de Résonance. Et ça m'a fait vraiment plaisir de te revoir. Merci Victoria. Merci Sarah.